Les ovnis. Voilà un phénomène passionnant et extrêmement excitant que j'étudie en tant que journaliste depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de rencontrer à travers le monde entier des chercheurs, des témoins par dizaines, qui ont observé ces phénomènes dans des circonstances extrêmement variées. On va aujourd'hui s'intéresser à un aspect particulièrement pointu et particulièrement mystérieux attaché à ce phénomène, qui est la dimension psychique, c'est-à-dire l'impact de l'observation de ces phénomènes sur les témoins eux-mêmes. On va accueillir un physicien, Philippe Guillemant, qui, par un hasard et par un concours de circonstances, a été amené à s'intéresser à cette phénoménologie et à y essayer de proposer des hypothèses quant à son explication. On va également en discuter avec quelqu'un de plus inattendu, Romuald Le Terrier, qui est un ethnobotaniste qui a une longue expérience du chamanisme amazonien. Et ce qui est très curieux, c'est que les phénomènes qui sont observés, qui sont rapportés par des témoins en France ou en Occident ou ailleurs, sont également rapportés par des Indiens au fin fond de la forêt amazonienne. Je vous propose de me suivre dans cette discussion où on va parler de conscience, de monde parallèle et d'extraterrestres. Philippe Guillemant, Romuald Le Terrier, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans cette émission. Vous avez collaboré il y a quelques mois, vous, avec votre qualité de physicien et Romuald en tant qu'ethnobotaniste, à un ouvrage un peu atypique intitulé OVNI et conscience. C'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui parce que, pour ceux qui nous regardent, le phénomène OVNI ne fait plus de doute quant à sa réalité objective. En revanche, une fois qu'on a reconnu ce fait-là, on est un peu devant un mur de mystère en se demandant qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est d'origine extraterrestre, est-ce que c'est vivant, d'où ça vient, etc. Et vous avez une approche qui intègre justement la dimension psychique qu'on observe beaucoup dans ces phénomènes. Déjà, je voudrais peut-être, Romuald, que vous m'expliquiez ce que c'est que cette dimension psychique observée dans le phénomène OVNI. Ce qui s'est passé depuis de nombreuses années au niveau des témoignages, c'est qu'en fait, lorsqu'on a une observation objective sur certains ovnis, même sur la plupart, c'est que bien souvent, lorsqu'on fait une analyse par rapport à l'époque où ce phénomène s'est produit, on voit qu'il a un phénomène de mimétisme, c'est-à-dire qu'il colle avec certaines interfaces culturelles, on va dire, selon aussi l'endroit où on se trouve dans le monde et aussi l'origine culturelle, sociale du témoin. Ça, c'était un paramètre qui a été mis en évidence, effectivement. Et ça, souvent, c'est justement un argument pour dire que finalement, ce n'est rien d'autre qu'une espèce de manifestation culturelle d'un inconscient collectif, d'un truc qui n'existe pas vraiment, en fait. Ce qui serait déjà extraordinaire, hein, si effectivement, on était juste sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces ovnis laissent des traces au sol, ont des manifestations physiques, et donc sont à la fois, on va dire, une dimension psychique et une dimension physique au niveau de leur phénoménologie. Donc c'est ce qui a poussé l'intérêt de faire un travail sur ce domaine-là. Il y a eu des précédents, déjà à la fin des années 50, juste après la guerre. Carl Jung avait déjà émis l'hypothèse qu'il y avait une dimension symbolique, archétypale au phénomène OVNI, et puis jusqu'aujourd'hui, les travaux les plus récents sont ceux de Bertrand Meeus sur le sujet. Et l'ethnologie d'ailleurs avait déjà été abordée avec des passerelles vers le chamanisme, déjà des pratiques qu'on retrouvait chez les aborigènes d'Australie, qu'on pouvait comparer à des phénomènes d'abduction. Après, c'est effectivement mon domaine de recherche, moi, d'ethnobotaniste, et spécialement de l'étude, on va dire, du chamanisme amazonien et de l'ayahuasca, qui m'ont aussi reconnecté au phénomène OVNI. Vous allez nous raconter pourquoi, mais vous, Philippe, physicien, qu'est-ce qui s'est passé de bizarre dans votre vie pour que tout d'un coup vous considériez sérieusement le sujet des ovnis ? Alors oui, pour ce qui me concerne, en fait j'ai été abordé par Jacques Vallée, qui suite à l'écriture de mon premier livre, La route du temps, et les conférences que j'ai faites, a tenu à me rencontrer, à me parler de ce phénomène-là, etc. Bon, il a fait des conférences, et il est venu, enfin on est devenus amis, et à l'occasion de ces visites,
il m'a sensibilisé petit à petit au phénomène, on va dire dans le but de me faire accoucher d'une convergence entre ma théorie et ses connaissances du phénomène. Et au début, je ne voyais pas trop le rapport entre ce qu'il appelait la physique de l'information et ce phénomène-là. Et puis ça m'est venu, enfin je veux dire, ça m'a pris, on va dire, 2 ans de maturation. Et puis un jour, et notamment aussi parce que j'avais une relation, enfin des échanges intellectuels avec Romuald Le Terrier. Et donc j'ai pu faire un peu la synthèse et ça m'est venu comme une sorte de révélation. Et voilà, et donc j'ai effectivement aujourd'hui une théorie à proposer sur la nature du phénomène OVNI que j'ai rédigé dans cet ouvrage. Voilà, donc voilà, ça m'est venu comme ça. D'accord, donc la curiosité et puis l'introduction faite par un des ufologues mondiaux les plus connus de Ouais. ces 40 dernières années. Et qui justement, lui, s'était intéressé à cette dimension psychique, parce que pour bien expliquer quand même, le phénomène OVNI est étudié par différentes instances, même certaines officielles, notamment en France, enfin pas étudié par le CNES, mais au moins fait l'objet d'un intérêt certain. Donc la matérialité de ce phénomène inexpliqué est aujourd'hui reconnue par toutes les gens qui se penchent un peu sérieusement dessus. Mais il y a un certain nombre de paramètres qui eux, sont des paramètres profondément mystérieux. Et cette dimension psychique qu'on abordait un petit peu, c'est notamment tout ce rapport qu'il y a entre l'observateur et l'objet observé, ou le phénomène observé, qui montre qu'il y a une dimension bien différente de celle de simplement observer un objet métallique, comme s'il s'agissait d'une deux-chevaux de l'espace venue d'un point Y arrivant à un point X qui est la Terre. Quels sont les paramètres de cette dimension justement non matérielle dans l'observation d'un OVNI que vous avez à connaissance ? Moi, dans mon domaine de recherche, à moi qui est vraiment approprié, on va dire, au chamanisme amazonien et aux visions de l'ayahuasca, j'ai vécu effectivement cette expérience de l'intérieur, c'est-à-dire directement dans le domaine de la psyché, puisque l'ayahuasca, qui est un breuvage visionnaire, induit un état de conscience modifié qui permet d'accéder effectivement à une dimension, pour moi, qui a un vrai point ontologique réel, avec une vraie phénoménologie. Et c'est dans ce monde des visions que j'ai eu la première fois l'expérience de voir à la fois des ovnis, de les intégrer, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de ceux-ci, et des fois de se rendre compte effectivement qu'on n'est pas dans une machine, mais dans des scènes de vision symboliques avec de grands archétypes, et qui sont véritablement en interaction avec la conscience de l'observateur, et aussi parfois ses attentes, et lui propose aussi des fois des informations sur certains sujets de connaissance ou autres. Voilà. Quand on parle d'archétypes, quand on parle de dimension psychique, souvent dans les travaux de certains chercheurs, on a l'impression de ne plus trop savoir si le phénomène est réel ou pas. Et c'est vrai que c'est une question qui, même à titre personnel, quand je me suis intéressé au phénomène OVNI et à certaines expériences liées au phénomène OVNI, je me posais la question, oui, mais au final, c'est réel ou c'est pas réel ? Alors c'est justement là le fruit de la rencontre avec mon ami Philippe Guillemont, ça a été justement d'essayer de modéliser et de comprendre que quelque chose qui est du domaine du taulier-boulon, c'est-à-dire d'une machine, d'une technologie, est peut-être capable effectivement de se déplacer dans une dimension physique. Jung disait donc à sa collaboratrice Marie-Louise Van Frans, qui avait travaillé d'ailleurs, qui a fait des liens entre la psyché et la matière, c'était son domaine de prédilection, avait dit plus on va observer dans le cosmos physique avec des moyens technologiques, loin, plus on aura de connaissances sur cet univers physique, et plus on s'apercevra qu'on arrive à un moment, à une sorte de point où on se trouve à l'intérieur de la psyché collective, donc de l'inconscient collectif. Donc une sorte de passerelle, à un moment il y a un passage qui se fait d'une manière qui reste mystérieuse, mais sur laquelle on a essayé de travailler avec Philippe. Voilà. C'est-à-dire que si on part au fin fond de l'univers, on va se retrouver dans notre tête ? C'est pas tout à fait ça. Si on part au fin fond de l'univers, on se retrouve au même endroit, a priori, d'après la physique. Alors, comment est-ce que je pourrais brosser le tableau ? Ah ouais, parce que ça veut dire, parce que là, moi, je comprends pas trop. Alors, partons de la physique. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une théorie dominante, qui est quand même, on va dire, bon, il n'y a pas de statistiques,
mais il y a vraiment une théorie dominante qui tente à s'imposer, mais je dirais qu'il y a peut-être 50% de physiciens qui ne sont pas d'accord. C'est celle du multivers, mais interprétée au sens des univers parallèles dissociés. Donc c'est surtout, on va dire, l'approche matérialiste de la physique qui consiste à dire, bon, tout le monde est d'accord, tous les physiciens sont d'accord pour dire que il existe des myriades de possibilités de déploiement de notre réalité, que cela soit en faisant varier les constantes fondamentales de la physique ou tout simplement en faisant varier des paramètres à constantes identiques qui font que la nature fait des choix sans arrêt. La nature fait sans cesse des choix et c'est démontré au niveau quantique. La question du hasard quantique qui n'est pas vraiment résolue, le paradoxe de l'observateur, etc. Enfin, toujours est-il que la nature fait des choix, et donc qu'est-ce qui explique que nous vivons dans un seul univers et pas un autre? Donc il existe plusieurs théories à ce niveau-là. Celle qui tente à s'imposer nous positionne notre réalité à l'intérieur d'une immense bulle dans laquelle se trouverait tout l'espace-temps, et il existerait des myriades et des myriades de bulles au-delà de l'horizon cosmologique, et il pourrait exister une bulle dans laquelle nous aurions exactement la même vie jusqu'à un certain point où les choses commencent à diverger. Voilà. Bon, cette théorie, elle est tout de même, bon, elle sort quand même même si elle est mathématiquement acceptable, on sent que ça va pas, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui déconne dans cette affaire. Effectivement, même si elle est soutenue par des physiciens illustres, d'autres physiciens illustres sont pas d'accord. Il y a une crise de la physique, notamment autour de cette question-là. Et personnellement, je propose une solution à ce problème qui consiste à dire toutes ces variantes de notre réalité que nous ne vivons pas, sinon nous aurions des myriades de doubles de nous-mêmes partout, une infinité. Toutes ces variantes de notre réalité existent dans le même univers. Dans le même univers, c'est-à-dire qu'elles existent dans le vide. Et il n'y en a qu'une, ou peut-être quelques autres, qui deviennent réalité. C'est-à-dire on différencie ce qui est potentiel, qui est du domaine du non manifesté, si je rejoins avec le bouddhisme, on différencie ce qui est du potentiel, donc du non manifesté, de ce qui est réalité. Donc il y a deux sortes de réalité. Il y a deux niveaux ontologiques d'existence. Il y a l'existence vécue, densément, dans une réalité que l'on partage avec d'autres êtres, et il y a l'existence non plus vécue au sens incarnation, si je puis dire, mais l'existence potentielle, hein, et toutes ces existences potentielles qui seraient immensément plus déployées où il y aurait infiniment plus de possibilités que les nôtres. Si on prend le vide contiendrait 10 puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité elle-même, hein, si on la considère même du début des temps, du Big Bang jusqu'à la fin des temps. Si on prend cette réalité-là, ça c'est ce qu'on appelle une réalité. Le temps n'existe plus en physique, hein. On considère notre réalité du début des temps jusqu'à la fin des temps. Il y en aurait 10 puissance 120 fois plus de ces réalités-là dans le vide, mais non déployées, non vécues. Voilà. Donc ça, en gros, si je résume, deux réalités ontologiques, comme vous dites. Une qui est celle qu'on partage là maintenant, réelle, bien tangible, et puis une infinité colossale de potentialités, voilà, qui ne se manifestent pas forcément. Qui ne se manifestent pas forcément et qui serait en fait la réalité psychique. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus de physiciens, vraiment aujourd'hui, il y a une convergence, de plus en plus de physiciens, on va dire non matérialistes, s'accordent pour dire que ce qu'on appelle l'univers quantique, hein, la réalité quantique, c'est un univers de conscience. D'accord ? Et donc, il y aurait notre réalité bien physique qui serait plongée à l'intérieur d'un multivers, qui ne serait pas un multivers de réalité physique, mais qui serait un multivers psychique, un multivers de potentialité psychique non manifestée.
Et la question relative aux ovnis qui se pose est de savoir s'il peut exister des ponts entre notre réalité physique et cette réalité-là, cette réalité psychique. D'accord ? Et ma réponse en tant que théoricien du temps, où je considère, alors je vais rappeler, Jacques Vallée s'est intéressé à ma théorie parce que c'est quelque chose il en a même fait, qu'il a répété dans ses conférences, parce que je disais, nos intentions peuvent créer des effets dans le futur qui peuvent devenir à leur tour les causes d'effets dans le présent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une influence du futur sur le présent. La physique, aujourd'hui, considère, je ne vais pas sortir toutes les raisons, mais il y a au moins 3-4 bonnes raisons convergentes qui nous amènent à penser que le temps n'existe pas, c'est-à-dire que pendant que nous vivons l'instant présent aujourd'hui, notre réalité future est déjà déployée et peut éventuellement évoluer, tout comme notre réalité passée est encore déployée et pourrait éventuellement encore évoluer dans la mesure où elle reste compatible avec notre présent. Donc il s'agit de concevoir une réalité, un espace-temps flexible et non pas un espace-temps rigide tel qu'il est décrit aujourd'hui par la physique mainstream. La physique mainstream considère que notre espace-temps, du Big Bang jusqu'à la fin des temps, est bel et bien déjà déployé, mais rigide. Et après, elle invoque la théorie, pour ce qui concerne, pour les physiciens qui croient au multivers, ils invoquent l'existence d'immensément plus de réalités, toutes les variantes possibles, mais dans des univers dissociés. Moi, la différence, c'est que je considère que tout existe dans notre univers, mais simplement, on a une réalité physique qui est la nôtre, et on a une réalité psychique. Et pour passer d'une réalité physique à une réalité psychique, on passe d'une réalité dense au niveau de l'information comme la nôtre, à une réalité qui perd sa densité, c'est-à-dire qui devient quantique. Donc ça revient à dire que le pont entre notre réalité et cette réalité psychique, c'est un pont entre une réalité dense et une réalité dont la densité est nulle. Et ça, on peut considérer, il existe 2 moyens mathématiques de le concevoir, hein, c'est le trou de verre et le trou noir. Dans un trou noir, on passe d'une réalité dense à une réalité dans laquelle on arrête, on stoppe le temps et l'espace, on sort du temps et de l'espace, c'est-à-dire on arrête le temps, d'accord, en diluant le temps, on dédensifie notre réalité. Et le trou de verre, alors le trou noir est considéré comme quelque chose d'acquis, il existe des trous noirs dans notre réalité, et le trou de verre, c'est une possibilité de relier un espace-temps dense, réel, à un autre, ou à lui-même dans 2 points différents de l'espace et du temps. Voilà. Et la convergence entre le trou de verre et le trou de noir, c'est la transition vers la réalité peu dense, donc la réalité quantique, hein, qui nous fait finalement entrer dans cet univers psychique où tout ce qui est possible arrive. Voilà. C'est là où j'ai peut-être besoin qu'on clarifie un peu les mots, parce que psychique, pour moi, même inconsciemment, ça veut dire dans ma tête, ça veut dire comment je le dissocie de l'imaginaire. Je le vois comme quelque chose qui est une production très personnelle et très intime. C'est peut-être pas du tout ce que vous entendez par psychique. C'était tout le débat qu'on a eu il y a quelques années sur la classification de l'expérience visionnaire, c'est-à-dire est-ce que ça se situe dans la boîte noire de l'expérienceur, dans sa psyché, et c'est tout. Mais on a quand même fait beaucoup de recherches sur les phénomènes de conscience collective dans les visions, sachant qu'on avait des phénomènes qui étaient partagés, des visions qui étaient partagées, les gens ne communiquaient pas pendant les cérémonies, et au débriefing le lendemain pouvaient corroborer des visions, alors qu'ils ne s'étaient pas du tout parlé dans la cérémonie. Et donc on était sur des choses qui sont du domaine du consensus, donc sur une forme de réalité quand même, autonome. Voilà ce qu'on peut dire de cette dimension psychique qui a différencié, c'est vrai, des processus cognitifs de la psychologie. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, il y a un bon exemple que moi je prends souvent pour parler de cette histoire de réalité potentielle, que justement
peut exprimer ses expériences avec l'ayahuasca. J'ai pris avec un autre physicien, je ne savais pas qu'il était physicien, d'ailleurs lui c'était un Américain, en Amazonie, l'ayahuasca. Et il était absolument, il arrivait à noter pendant la cérémonie. Et le lendemain, je le revois, donc je lui dis, c'est bien passé, c'est enchanté. Il me dit, mais elle m'a montré, donc en parlant de l'esprit de l'ayahuasca, dans les visions, j'ai eu tout le modèle d'une nouvelle physique, d'une nouvelle représentation du temps et de l'espace. Je lui dis, c'est très bien, c'est très bien. Je lui refais quand même une cérémonie dans 2 jours. 2 jours après, il refait une cérémonie. Et là, il n'est pas bien du tout. Il est dans un état où je le vois, ça va pas bien, il bouge, il prend des notes quand même. Et le lendemain, je le revois, je lui dis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et lui me dit, mais c'est terrible. Elle m'a montré une autre physique, l'inverse de celle de la cérémonie précédente. Ça veut dire que, à mon sens, c'est une interprétation personnelle, ça veut dire que ce monde de vision propose des potentialités que la conscience a la fonction et la possibilité d'actualiser. Tout seul, vraisemblablement pas, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus collectif au niveau de cette densification de la réalité, mais effectivement, il y a une proposition, en tout cas, de cet univers-là. Oui, moi, avec mon esprit toujours mal placé, je me dis qu'elle était juste en train de délirer, et puis son imaginaire partait en sucette. Et... Non, parce que ce qu'il a montré en termes de physique à d'autres de ses collègues, c'était cohérent. C'était cohérent. Les 2 cas. Dans les 2 cas. Mais on vit bien dans un monde avec 2 physiques qui sont toutes les 2 cohérentes dans leur sens, la physique quantique et la relativité restreinte, et qui déjà sont contradictoires l'une avec l'autre. Ah ben c'est justement parce qu'on n'arrive pas à les concilier, parce qu'on a un passage entre une physique qui est bien rigide, bien classique, la physique relativiste, une physique dense, et une physique justement de zéro densité ou de faible densité, qui est la mécanique quantique. Densité, je vais revenir un petit peu sur le terme densité parce que c'est fondamental. Densité, c'est la densité d'information. Dans notre monde physique, la densité d'information, elle est élevée, mais elle est quand même limitée. Elle est quand même limitée parce qu'il existe une plus petite longueur, qui est la longueur de Planck, 10-33 cm, qui fait que la quantité d'information qui permet de décrire un objet, elle est énorme, mais elle est quand même limitée. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce que vous appelez information? Parce que moi je suis journaliste, l'information pour moi c'est ce que je vois dans le journal. Donc c'est quoi l'information pour un physicien? L'information, c'est ce qui reste quand on décrit tout de la manière la plus abstraite qui soit. C'est-à-dire lorsqu'on essaie de réduire à l'essentiel, même la matière peut être réduite à l'état d'information. L'énergie peut être réduite à l'état d'information. En fait, la matière, le temps, l'énergie sont des sensations subjectives. Nous n'avons absolument aucune preuve que ça corresponde à quelque chose de réel. La réalité que nous percevons est une réalité fondamentalement subjective. Et la physique aujourd'hui converge à tous les niveaux pour nous apprendre que cette réalité que nous avons, dont on a l'impression qu'elle est faite d'espace, de temps et de matière, en fait, elle n'existe pas. C'est une impression subjective, c'est plus... Pour s'approcher au plus près de la réalité décrite par la physique, il faudrait imaginer que nous vivons dans une projection holographique collective. Voilà. Et là, on s'approche de quelque chose qui est plus raisonnable, vu les résultats de la physique, vu les problèmes de non-localité, vu les problèmes de courbure d'espace, de vibration de l'espace, etc., etc. Donc dans ce contexte, l'information, c'est ce qui vous permet de décrire l'ensemble des paramètres de telle chose, telle autre chose, etc. Voilà, de laisser tomber l'interprétation de la réalité en termes de matière, etc., et de décrire la réalité en termes d'information et de causalité. Voilà, c'est-à-dire la science est fondée sur la causalité. On garde la causalité et l'information. Et tout le reste, c'est subjectif. D'accord ? L'information, c'est d'ailleurs ce qui accède à la conscience. On peut réduire la conscience à de l'information. L'état d'inconscience, c'est zéro information. Avoir conscience de quelque chose, c'est censément être capable de décrire ce qu'on perçoit, c'est de l'information. Tout se ramène à de l'information. D'accord ? Donc c'est ça l'information. Il y a un concept fondamental pour aller dans le sens du phénomène qu'on cherche à comprendre, c'est l'idée qu'il n'y a pas un passage discontinu de la réalité physique à la réalité psychique. Je parlais tout à l'heure de l'existence de 2 réalités, entre guillemets, donc une réalité physique, bien physique, qui correspond à notre ressenti, à notre vécu, et une réalité plutôt existentielle, psychique, imaginaire,
hein, celle qu'on atteint justement dans le temps imaginaire. Il existe en physique un second temps, un temps imaginaire, mais en fait dont il s'avère qu'il pourrait être plus réel que notre temps ordinaire. Parce que ce temps imaginaire est un temps dans lequel on peut changer notre réalité. C'est-à-dire on peut basculer d'un espace-temps à un autre espace-temps parallèle. D'accord ? C'est-à-dire si on considère notre réalité depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, on peut imaginer qu'une variante de cette réalité-là, et on passe de l'une à l'autre dans le temps imaginaire. On ne peut pas y passer dans le temps ordinaire, puisque le temps ordinaire nous maintient sur la même réalité. Mais la possibilité de changer de réalité est une possibilité qui est envisagée sérieusement par pas mal de physiciens, de plus en plus aujourd'hui, et c'est une réalité qui peut nous faire basculer vers la notion de multivers, où c'est la psyché qui définit cette fois-ci l'existentiel, c'est-à-dire ce qui va être vécu par une personne à un moment donné. Donc on est dans l'imaginaire, mais il est possible de basculer dans l'imaginaire si on sort de notre réalité physique. Et il existe des moyens de sortir de notre réalité physique, trou de verre, trou noir. La science-fiction les a utilisés, dans le film Contact par exemple, un trou de verre, dans le film Interstellar récemment, un trou noir. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit de déformation de l'espace et du temps. Dans ces déformations de l'espace et du temps, on courbe énormément l'espace, et donc on le compresse, et lorsqu'on compresse l'espace, on dilate le temps. Et on peut comprendre qu'à partir du moment où on a un moyen de jouer sur la structure intime de l'espace-temps en dilatant le temps, qu'est-ce qui se passe quand on dilate le temps ? On arrête la mécanique. On arrête la mécanique et on se retrouve dans une situation où il n'y a plus le phénomène de décohérence qui maintient l'objet qui se trouve là-dedans lié à notre réalité. Et à un moment donné, il s'en détache. Et nous avons une sortie d'un objet ou d'une bulle d'espace-temps de notre espace-temps. Et là, on bascule dans la réalité psychique. Alors, pour bien faire comprendre ça, prenons l'exemple en relativité du trou de verre. Le trou de verre, peut-être plusieurs personnes parmi vous ont dû voir sur des représentations imagées du trou de verre, voilà, un trou dans une zone de l'espace, et puis ça permet de pénétrer dans une autre zone de l'espace, et même dans un passé ou dans un futur distinct d'une autre. Hein. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une liaison, d'un canal entre deux points de l'espace-temps. Et j'ai bien dit espace-temps. La science-fiction représente souvent entre deux points de l'espace, mais on oublie toujours le temps dans cette affaire. C'est-à-dire qu'un trou de verre peut relier un point du présent à un point du passé. D'accord ? Et ça veut dire quoi si on représente la chose dans notre convention habituelle de voir les choses circuler dans le temps? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un tunnel. Ça veut dire qu'il s'agit d'une bulle d'espace-temps qui s'est décollée à un point du temps et qui s'est recollée à un autre point du temps. C'est-à-dire notre réalité, on peut considérer que c'est un espace-temps déjà déployé, maillé aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et on est capable, mathématiquement parlant, de décrire une situation où une bulle d'espace-temps, c'est-à-dire se détacherait de notre réalité et viendrait s'y rattacher à un autre moment du temps. D'accord ? Et ça, si on considère ce phénomène dans le temps ordinaire, au lieu de le considérer dans un espace quadridimensionnel, ça n'est rien d'autre qu'une bulle d'espace-temps qui se détache pour revenir à un autre endroit. Ça n'est rien d'autre qu'un ovni, tout simplement. Le trou de verre interprété dans le temps linéaire n'est rien d'autre qu'un objet volant non identifié. Je fais un raccourci là pour non, mais je comprends bien. Volontairement pour. En même temps que vous disiez ça, j'essayais de me rappeler les quelques images qui ont été faites d'OVNI, les rapports de témoignages. Parfois, on décrit effectivement des choses qui ont plus l'air d'un espace de passage qu'un objet, vraiment. Mais à d'autres moments, on a vraiment l'impression qu'on parle d'un objet, avec une forme, avec une matérialité. Je pense à des témoignages que j'ai pu lire, aux gens que j'ai rencontrés, qui évoquent un truc dur comme du métal.
Alors justement, enfin, tout l'aspect multiforme du phénomène OVNI vient du fait qu'il existe plusieurs gradations entre la situation extérieure à l'espace-temps et la situation intérieure où là, l'objet est totalement stabilisé dans notre temps à nous. Il existe plusieurs gradations. On ne peut pas exister à l'extérieur du temps et de l'espace et entrer dans notre réalité jusqu'à se mettre dans notre présent à nous, vivre notre présent à nous, sans passer par tous les stades intermédiaires où le temps passe d'une infinitude à tous les stades intermédiaires pour arriver jusqu'au même temps psychologique que celui que nous vivons, c'est-à-dire le présent. Il y aura forcément, lorsque un objet débarque dans notre réalité, des situations intermédiaires où l'objet se retrouve dans son temps à lui sur une année à nous, dans son temps à lui sur un jour à nous, dans son temps à lui sur 10 minutes à nous. C'est-à-dire que, et ce qui explique la raison pour laquelle le phénomène est aussi fugace et élusif. C'est-à-dire qu'aucun objet ne peut entrer dans notre espace-temps sans passer par des stades intermédiaires où il faut que notre futur l'accepte. Wow, j'ai du mal. Pour se faire une représentation, imaginons que une seconde pour le pilote d'un vaisseau, d'un OVNI, soit un jour pour nous, un an pour nous. D'accord ? Il y a un moment donné, il faut qu'il passe par tous les stades intermédiaires. C'est-à-dire, il faut que dans sa seconde à lui, il y a un moment donné, il atterrit dans une année de la réalité terrestre, puis etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il voit ? Quand l'objet provient de l'extérieur de l'espace-temps, il commence par voir une réalité psychique, pour peu qu'il arrive à recevoir de l'information. Je ne sais pas à quel moment il arrive à recevoir de l'information. Je ne sais pas si, vu de l'extérieur de notre espace-temps, je ne sais pas du tout de quoi peut avoir l'air notre réalité. Mais j'imagine qu'à partir du moment où il commence à pénétrer localement, il faut quand même bien qu'il y ait les stades intermédiaires où ce qu'il voit, c'est quelque chose qui est contenu pour nous dans l'intervalle d'une année, puis d'un mois, puis d'un jour, puis d'une heure, etc. Comme si les deux espaces s'ajustaient voilà. l'un à côté de l'autre, en termes de timing, vous voulez dire ? C'est-à-dire que son temps à lui va lui faire... C'est-à-dire que les informations qu'il va recevoir ne seront pas des informations ponctuelles dans le temps, ce seront des informations étalées dans la durée. Et est-ce que vous pourriez me décrire la même chose, mais du point de vue de l'observateur sur Terre ? Lui, il voit quoi, lui ? Alors, il y a deux situations. Ça dépend si l'observateur il est touché par la bulle d'espace-temps ou pas. D'accord ? Si l'observateur n'est pas touché par la bulle d'espace-temps, il y a quand même une interaction entre sa conscience et le fait que l'OVNI pénètre dans sa réalité, parce que l'OVNI, lui, il voit le futur de ce personnage, en quelque sorte. J'aime pas le dire comme ça, mais disons que l'impact que va avoir l'OVNI sur ce personnage, même si lui il est dans son temps ordinaire, va compter énormément. C'est-à-dire que si lui va devenir un témoin qui va faire tout un bazar de cette affaire-là, et qui va créer donc des conséquences et qui seront un témoignage crédible, etc., et qui aura des conséquences, l'OVNI, lui, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer parce que dans les stades intermédiaires de dilatation du temps, il va s'apercevoir qu'il n'y a aucun futur qu'il accepte. Parce que le futur qu'il va créer n'existe pas. Le futur qui correspond à un impact, qui correspond au fait que le témoin qu'il aura vu va être impressionné et donc va témoigner, etc., et il sera crédible, etc., n'existe pas. Donc, à cause de ce témoin, l'OVNI ne peut pas entrer dans notre réalité s'il n'interagit pas avec la conscience du témoin. De manière à ce que ce témoin s'il n'interagit pas, c'est-à-dire que ce témoin peut avoir à ce moment-là une vision ou une impression déformée de la réalité qui s'impose à lui, un petit peu plus psychique, et si effectivement il a un vécu plus hallucinatoire, à ce moment-là, le phénomène n'aura pas d'impact. C'est en cela c'est-à-dire que
il y a une interaction avec le conscience du témoin pour que l'OVNI puisse rentrer dans notre réalité grâce au fait qu'il y aura un déni qui va permettre qu'il existe pour lui un futur qui lui permette de rentrer. C'est-à-dire les futurs avec lesquels sont obligés de négocier les OVNI pour entrer dans notre réalité sont des futurs dans lesquels il y a du déni. Et pourquoi ? Parce que le futur dans lequel il n'y aurait pas de déni n'existe pas au moment où il est il est obligé de balayer notre espace-temps, mais non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il est obligé d'être admis par notre réalité. C'est un petit peu difficile à expliquer, il faudrait presque faire des schémas. Romuald, comment vous comprenez ce que vient de nous raconter Philippe ? Alors au début, très franchement, ça n'a pas été évident. Quand on a commencé à travailler ensemble sur le projet de cet ouvrage sur le chamanisme et la physique de l'information, il y avait des choses qu'on ne se comprenait pas. Il a fallu avoir des échanges, des schémas aussi, parce que moi j'avais des dessins qui ont été réalisés par des chamans de ces possibilités de connexion avec ce réseau à travers l'espace-temps. En fait, la plupart de mon travail que j'avais élaboré, je l'ai fait avec Pablo Maringlo, qui est décédé en 2010, qui était un peintre chaman, métis, donc qui avait un peu les doubles cultures et qui était capable de bien discuter de ce phénomène en termes aussi de physique et en termes d'ovni. Moi, j'avais posé la question parce que je lui dis, mais quand même, Pablo, tu peins des machines, tu peins des vaisseaux. Et pourquoi dans les visions, où on est dans un domaine psychique, on a des machines ? Il m'a dit, il y a deux possibilités qui sont utilisées par les entités, on va dire, qu'on va appeler ici extraterrestres, puisque c'est comme ça qu'ils les appelaient. Il y a deux possibilités de communication et de voyage. Il y a des civilisations qui ont développé des technologies, et donc qui utilisent ce que vient de décrire Philippe. Et il y en a d'autres qui ont fait l'économie de cette technologie et ont les mêmes résultats par un voyage intérieur, par l'introspection. Sauf qu'ils accèdent tous les deux à la même réalité. C'est-à-dire qu'à la fois par des machines et à la fois par l'introspection, ils sont connectés à une dimension psychique. Voilà, purement psychique. Si je veux prendre une analogie un peu parlante, je me dis, bon là, je suis dans mon corps, je suis bloqué dans notre présent. Si je développe une technique qui me permet de sortir de mon corps et d'aller me balader, je pénètre le monde psychique. C'est ça. Et là, j'ai accès à n'importe quoi, à n'importe où, et notamment aux extraterrestres, c'est ça ? Alors, en fait, c'est comme ça, au niveau des recherches sur l'ayahuasca, qu'on a été interpellés, nous, en tant que chercheurs, parce qu'il y avait énormément de témoignages, et j'en ai fait aussi l'expérience, où on voit des extraterrestres dans les visions. Des extraterrestres tels qu'on les voit souvent dans les représentations qu'on a depuis les années 50, Petit Gris ou d'autres espèces. Mais on voit effectivement des extraterrestres, des vaisseaux, des ovnis. Pourquoi on voit ça ? Moi, c'est une question qui m'intéressait, et je me suis dit, c'est quand même étonnant. Est-ce que c'est un archétype ou est-ce que c'est une récurrence culturelle ? Et j'ai vu aussi qu'il y avait une évolution de ces représentations. Ça, c'était intéressant aussi. C'est-à-dire que, pour prendre les phénomènes d'abduction, en Occident, c'est une expérience qui n'est absolument pas cadrée, qui n'a aucun cadre référentiel et donc qui est souvent perçue comme quelque chose d'assez traumatisant. Lorsque vous prenez l'ayahuasca, vous savez que vous êtes dans une expérience visionnaire. Et les gens, quand ils perçoivent des extraterrestres dans cette vision-là, ont plus l'impression d'avoir des soins que des tortures, comme on l'a souvent décrit dans les phénomènes d'abduction. Et dans une civilisation comme celle des Shipibo traditionnels, chez qui j'ai relaté le même phénomène, eux l'intègrent sous forme d'une opération. Mais là, les entités ne prennent pas la forme d'extraterrestres tels que nous, on les perçoit dans la science-fiction, mais la forme de médecins occidentaux. Donc plus l'expérience est cadrée, plus elle a une référence culturelle, et plus les interfaces de ces entités-là, ce que j'appelle les entités exogènes, se personnifient d'une manière d'être le plus en contact intelligible avec l'expérienceur. Donc ça, c'était intéressant. Mais juste ce petit point par rapport au temps que j'ai vraiment du mal à saisir. J'ai bien compris, et c'est super excitant, la façon dont vous parlez de ces bulles d'espace-temps qui se déplacent. Mais je ne comprends pas pourquoi, une fois que la bulle d'espace-temps arrive en proximité de notre temporalité à nous, pourquoi tout d'un coup il faudrait qu'elle tombe sur un mec qui va le dénier plus tard pour finalement pouvoir apparaître. Là, vous comprenez ça comment ? Mais c'est parce qu'il y a un consensus actuel, donc qui quelque part décrit ou normalise, on va dire, l'accessibilité à la réalité, qui est dans le déni de cette existence des extraterrestres. Donc, pour pouvoir rentrer, il faut à un moment qu'il y ait une faille dans ce système-là. Et la faille, pour l'instant, c'est le déni. Oui, mais rentrer, c'est-à-dire
ça veut dire, pour vous, se matérialiser finalement dans le temps, qu'il y ait une observation qui soit faite. Il y a une variété de témoins extrêmement différents. Vous avez le pompiste du Milwaukee que personne ne va croire, mais vous avez aussi des gens jusqu'au gouverneur d'État aux États-Unis ou pilote militaire en France qui vont avoir des observations et dont le compte-rendu va être parfaitement crédible et recevable. Oui. Donc en quoi il y a j'ai du mal à comprendre intuitivement ce... Il faut inscrire cette thèse dans l'idée que notre futur est déjà réalisé, mais qu'il se modifie peu à peu. C'est-à-dire que nous passons peu à peu d'une ligne temporelle à une autre ligne temporelle. Et c'est la conscience collective, la somme de toutes nos consciences, de toutes nos intentions, qui crée cette réalité future vers laquelle nous allons tous. D'accord ? Ce n'est pas un événement qui arrive dans l'espace-temps et qui va changer d'un seul coup tout le futur. Tout ce qui arrive doit obligatoirement être compatible avec l'un des futurs qui est déjà là avant d'arriver, avant que la chose arrive. Et pourquoi un événement singulier ne pourrait pas déclencher en cascade un certain nombre de choses comme, je sais pas, je prends des analogies dans le monde politique. Parce qu'il faut que les conséquences de cette chose qui arrive existent. Sinon, ce qui arrive dans le présent ne peut pas arriver dans le présent si ces conséquences n'existent pas déjà dans le futur. Mais qui est-ce qui a décidé ça ? Qui a décidé ça ? Nietzsche disait « Notre futur nous détermine dans le présent autant que notre passé ». Ça, c'est l'idée de base de ma théorie. On le rejette ou on l'accepte. C'est compatible avec des résultats récents de la physique moderne, et il y a de plus en plus de physiciens qui viennent vers cette idée de la rétrocausalité, qui est très riche au niveau de la compréhension qu'elle nous apporte d'une quantité de phénomènes inexpliqués. Et plus facilement d'autres. Moi, au départ, c'était pour expliquer les synchronicités que j'ai invoqué cette théorie. C'était pas pour expliquer les ovnis. C'est Jacques Vallée qui m'a un petit peu poussé là-dedans. Et je trouve que ça marche, parce que le phénomène ovni, tout comme les phénomènes parapsychologiques, c'est fondamentalement élusif. Or, la rétrocausalité explique l'élusivité, c'est-à-dire la tendance à ce que certains phénomènes qui sont trop extraordinaires n'aboutissent pas à la preuve. Pourquoi ils n'aboutissent pas à la preuve ? Parce que les conséquences de cette preuve ne sont pas encore bien dessinées dans notre futur collectif. Mais on n'a pas besoin de rétrocausalité pour ça. Le déni dont l'espèce humaine est capable est tout à fait capable de dire non, j'ai rien vu. Oui, mais le dénu, mais c'est ce que je dis, le dénu est extrêmement pratique pour que les ovnis puissent débarquer dans notre réalité. Imaginez que systématiquement, dès qu'une apparition d'OVNI a lieu, on a affaire à un témoin crédible qui va et que la gendarmerie donne ça tout de suite à un journaliste, que les journalistes y croient, et paf, ça passe aux 20h. Et de suite, la population demande « mais c'est quoi cette histoire ?» Et de suite « ah mais il faut changer notre conception de la réalité ». Non, ça c'est pas imaginable. Parce que notre futur ne contient pas cette possibilité, parce que notre futur est une création de la conscience collective, et ce n'est pas un seul événement qui va pouvoir chambouler tout ça. Par contre, on peut envisager que les choses se fassent petit à petit, c'est-à-dire par petite pression, par petites touches. On finit par réaliser, il se passe quelque chose, tiens, on va essayer de le prouver, mince, ça ne marche pas, mais pourquoi autant de témoins et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à la preuve ? Et puis finalement, on se rend compte petit à petit que, en fait, il existe une conscience collective, et cette conscience collective n'est pas prête à admettre le phénomène. Cette conscience collective n'est pas prête à vivre dans un nouveau paradigme où ce genre de choses est réel, on l'a bien compris, et c'est normal, parce qu'il faudrait chambouler complètement tout notre système de pensée, toutes les religions. Enfin, il y aurait une fabrication intense de mouvements sectaires, etc. Enfin, le monde serait mis par terre du jour au lendemain. Et le problème du phénomène OVNI, c'est que ce n'est pas seulement la question extraterrestre, la reconnaissance des extraterrestres. D'ailleurs, ce ne sont pas des extraterrestres. Attention, ça c'est encore autre chose, on n'en a pas parlé. C'est aussi tout ce que ça transporte avec, c'est-à-dire notre relation à l'au-delà, leur relation à l'au-delà. Qui sont-ils ? Les deux grandes questions. Viennent-ils de l'au-delà, etc. En fait, c'est le problème de la connexité du phénomène OVNI avec l'au-delà
qui risque de créer un changement de paradigme tellement extraordinaire que ce changement ne peut pas avoir lieu à l'occasion d'un simple témoignage. Il faut en accumuler des dizaines, des centaines de milliers, sur des décennies, peut-être même sur un siècle, pour que ce changement de paradigme puisse avoir lieu. Parce que notre futur doit pouvoir l'accepter. Et chaque ovni qui débarque dans notre réalité doit pouvoir laisser une empreinte faible, sinon il prend un gros risque parce que l'espace-temps, le futur, l'expulsera. D'accord, donc en fait, pour mieux comprendre ce que vous essayez d'expliquer, c'est plus une intentionnalité de la part de l'intelligence derrière les ovnis qui va très mollo Voilà. pour éviter une explosion de la tête de notre société. Non, pour éviter son explosion, pour éviter qu'elle se retrouve expulsée elle-même de notre réalité. Comme je vous disais tout à l'heure, si quand on pénètre dans une réalité, les lignes de temps qui correspondent à notre pénétration n'existent pas, on n'arrive pas à y pénétrer. Pour qu'elles existent, il faut que l'impact, il faut que les conséquences, c'est-à-dire que voilà, essayer de comprendre qu'on part d'une réalité psychique pour arriver dans une réalité physique. Le fait de dilater le temps à l'extrême fait basculer dans une réalité psychique. Dans cette réalité psychique, ce qu'on vit, c'est quelque chose qui arrive instantanément. Ce n'est plus une construction collective, c'est l'au-delà. C'est-à-dire que dans l'au-delà, une entité, une personne, une âme, enfin tout ce que vous voulez, se déplace par la pensée. Je dirais que c'est même tout ce qui correspond à la pensée vient se manifester instantanément, comme si la pensée jouait le rôle d'adresse mémoire et qu'on ouvre un fichier pour vivre instantanément la réalité qui correspond à cette pensée. Ce qui permet à la réalité vécue d'être infiniment plus riche que ce qu'on pense, ce qui est une énorme astuce pour l'univers. Mais bon, enfin, ne partons pas là-dessus. Donc voilà, lorsqu'on est dans cette réalité psychique, on comprend que l'impact qu'on va avoir va être un impact qui est quelque chose qui va modifier la pensée, le mode de pensée de la réalité dans laquelle voilà. Et donc, quand on y entre, si ce mode de pensée n'est pas modifié, on se heurte à une barrière. Il faut y aller petit à petit. Ou alors, il faut passer par des chemins qui vont laisser peu de traces. Ou par des chemins qui vont être déniés. Par des lignes temporelles qui conduisent à du déni ou à des traces qui vont s'effacer. Et dans ce cas-là, on peut venir nous rendre visiter au passage, nous faire « Coucou, on existe, réfléchissez ». Réfléchissez, vous n'avez pas tout à fait compris la nature de la réalité, donc on vient vous embêter là pendant quelques décennies, puis jusqu'à temps que, et à ce moment-là, on pourra se serrer la main, on pourra collaborer, etc. Pourquoi pas intervenir dans 50 ans pour régler le problème dans 50 ans et faire qu'aujourd'hui, ça se passe mieux ? C'est exactement le même problème. On ne peut pas instantanément modifier une réalité qui est créée par des milliards de consciences qui sont co-créatrices de notre réalité. Une seule entité, un seul visiteur ne peut pas modifier l'avenir collectif de myriades de consciences. Ça doit rester compatible. Ce qui vient faire dans notre réalité doit rester compatible avec ce qui est acceptable, parce que, et je le redis et je le redirai jamais assez, parce qu'en entrant dans notre réalité, on passe par une zone tampon psychique. Cette zone tampon psychique, elle nous accepte ou elle ne nous accepte pas. Et il faut ruser pour qu'elle nous accepte, et à ce moment-là, on arrive à se matérialiser. Et quand on est matérialisé, on peut se poser, et là, il y a plusieurs situations. Posé ou non, hein, est-ce qu'on reste avec une technologie où on dilate le temps, et à ce moment-là, on peut dilater le temps de personnes qui se retrouvent dans la bulle, hein. Il y a des témoins qui se retrouvent projetés ou déplacés dans le temps, ça c'est un phénomène tout à fait courant, et la physique permet théoriquement qu'on puisse rendre l'espace élastique ainsi que le temps, et que donc on puisse créer une sorte de gradient temporel dans l'espace-temps localement. La physique permet ça. Et je pense qu'en plus, il n'est pas nécessaire de créer un trou noir ou un trou de verre qui, a priori, dans l'état actuel de nos connaissances, nécessite des énergies fabuleuses. Il y a une méthode extrêmement simple, et à mon avis, c'est celle qui est utilisée, c'est d'homogénéiser le champ gravitationnel à l'intérieur d'une bulle. Si on arrive à homogénéiser correctement le champ gravitationnel, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation
où le système qui crée donc cette homogénéisation donc, va donc, par la différence de champ gravitationnel, par la compression des lignes d'espace, donc, va générer une compression de la bulle, hein, donc, vue de l'extérieur, hein, mais vu de l'intérieur, il n'y a aucun changement. Donc, c'est un processus qui se répète, et donc, en fait, ça correspond à une disparition, c'est-à-dire une dématérialisation. C'est-à-dire que si la technologie utilisée par nos visiteurs pour compresser l'espace et simultanément le temps, hein, et simultanément dilater le temps, crée quelque chose de suffisamment homogène, parce que si ça n'est pas homogène, essayez de voir si ça n'est pas homogène, en compressant, vous aboutissez à une différenciation, et à ce moment-là, ça part peut-être en désintégration ou je ne sais quoi, enfin en déformation. D'ailleurs, on voit souvent que les ovnis, avant de disparaître, ils se déforment, il y a certains qui ont du mal à... Voilà, et puis hop, ils arrivent à disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un défaut d'homogénéisation du champ qui fait qu'il y a des distorsions qui apparaissent. Donc il faut faire une compression homogène, il faut y aller en douceur au départ, hein, de manière à ce que quand c'est bien réglé, à ce moment-là, il puisse y avoir une dématérialisation. Bon, enfin, c'est un problème d'ingénieur, hein. Là, on est dans un problème d'ingénierie. Il ne faut pas demander à un physicien théoricien parce que là, on est au-delà des équations mathématiques. L'équation mathématique, d'ailleurs, du trou de noir ou du trou de verre ne permet pas de résoudre le problème de la singularité. Et comme il y a une incompatibilité entre les deux physiques, on sait que cette singularité, en fait, elle n'existe pas. Et qu'en réalité, lorsqu'on pénètre dans un trou noir, lorsqu'on approche la singularité, on a quelque chose de... On arrive au niveau quantique, on arrive dans une zone où la gravité quantique entre en jeu. Et d'après ma théorie, la gravité, l'espace, c'est-à-dire la courbure de l'espace, est liée à la conscience elle-même. Ce qui me fait dire, et il y a d'autres raisons qui me le font dire, mais là j'essaye de résumer en 5 minutes, en fait on a un passage d'une situation où le pilote d'un vaisseau, il le pilote avec une mécanique, on va dire, tôle et boulon, parfaitement physique, à un passage lorsqu'il sort de l'espace-temps où la mécanique est progressivement arrêtée et ce qui prend le relais de la mécanique, c'est le psychisme du pilote. C'est-à-dire que le pilote, au départ, il déplace son engin avec des instruments, ou alors il a une technologie sophistiquée pour interfacer son propre champ quanto-gravitationnel qui correspond à sa conscience avec le vaisseau lui-même, parce qu'il faut anticiper la situation où, après compression, après dématérialisation, il se retrouve dans un univers psychique où, s'il veut continuer de se déplacer avec son vaisseau, il faut qu'il y ait un interfaçage quanto-gravitationnel entre le vaisseau et lui-même. Il faut avoir un certain équilibre mental pour piloter ça, alors. Bah oui, bien sûr. Ça ressemble un peu aux expériences d'ayahuasca. C'est tout à fait ça, en fait. Où on peut partir dans des expériences totalement déstabilisantes. C'est exactement ça. On passe d'une mécanique tôle et boulon à une mécanique de la conscience, qui n'est plus de la mécanique, qui est une direction par le psychisme. Et on passe pas brutalement, on passe avec une transition continue entre les deux. Ça me fait penser à une expérience que vous avez peut-être lue dans le livre de Rick Strassman sur le DMT, une molécule de l'esprit. C'est ce psychiatre qui avait fait des expérimentations avec la molécule du DMT. Il fait ça à l'hôpital, dans un hôpital aux États-Unis. Il injecte des doses de DMT à ses patients. Et il y en a un qui dit que sitôt l'injection faite, il s'est vu propulsé au milieu de 3 extraterrestres qui l'ont regardé arriver comme s'ils disaient « mais c'est quoi ce truc qui déboule ?» Et hop, il s'est retrouvé dans son corps après. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est là où on a pu faire le lien avec Philippe. C'est que les témoignages des chamans avec qui j'ai travaillé, mes expériences personnelles, vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'à un moment, traditionnellement, on sait que le chamanisme, son voyage dans le monde des esprits est un voyage qui a toujours été associé au vol, à la décorporation. Mais là, précisément dans l'ayahuasca, on a ce phénomène souvent de percevoir comme un tunnel dans lequel on est projeté et ensuite on accède au monde des visions. Ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent. Et les chamans avec qui j'ai travaillé et qui maîtrisent cette technologie de l'esprit disent, mais de toute façon, disent la même chose que Philippe. Ils disent, à un moment, voilà, on prend l'ayahuasca, il y a une déstabilisation du corps, il y a le phénomène de maréation, et puis à un moment, pouf, on est projeté dans le monde des visions, donc on sort.
Et ensuite, on accède à une sorte de navigation psychique avec, dès qu'on veut aller quelque part, même dans la réalité physique, il suffit de penser, pouf, on y est. Moi, j'ai des chamans qui m'ont dit, par exemple, j'avais besoin de voir ce qui se passait dans une ville à 400 km de l'endroit où je prenais dans la selva. J'ai pensé aussitôt, j'étais à l'endroit. J'ai pu voir du dessus la ville comme si j'étais dans une machine ou dans un vaisseau. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement en phase avec l'hypothèse de Philippe. Alors on va revenir à la question cruciale. Tout à l'heure, vous disiez extraterrestres, mais non pas extraterrestres, vous disiez nos visiteurs. Il y a qui dans ces bulles Il y a deux choses, à mon avis. Peut-être Philippe d'abord ou... Oui, enfin bon, là, on n'a pas parlé de ma théorie avant, donc ça va être encore donner un peu du parachuté. Mais en fait, ce n'est pas... si on part de mes conclusions qui sont que notre réalité vraie, c'est-à-dire notre identité, ça n'est pas du tout notre corporalité. Hein. Même notre âme n'est pas tout à fait notre identité, si tant est qu'elle existe. Enfin, c'est ce que je pense. Notre identité, c'est quelque chose qui doit se concevoir verticalement. C'est-à-dire que si on considère que notre espace-temps, il est imbriqué à l'intérieur d'une réalité moins dense, qui est le multivers quantique, et en fait, des couches comme ça d'imbrication, il y en a plusieurs, nous avons une identité qui est plus verticale que horizontale. Quand je dis horizontale, c'est une vie, le temps d'une vie, c'est-à-dire de la naissance à la mort, on a ici une identité horizontale, mais qui n'est pas réellement une identité, qui est un vécu. Mais l'identité correspondant à ce vécu correspond à toutes les consciences qui correspondent à qui on est et qui existent à tous les niveaux simultanément et qui sont ainsi reliées. C'est-à-dire, après la mort, vous allez rejoindre votre soi, qui est une conscience qui existe déjà et qui réunit déjà, qui est consciente indépendamment de vous et qui réunit déjà toutes vos vies simultanées, que certains considéreront comme des réincarnations. Hein. Voilà, donc toutes ces identités conçues verticalement nous permettent de comprendre qu'en réalité, le phénomène OVNI, ça n'est rien d'autre que la manifestation du fait que nous avons nous-mêmes, nous appartenons à une identité extraterrestre en fait. C'est-à-dire que il est possible que ceux qui viennent nous rendre visite soient plus familiers avec nous qu'une mère avec son fils. Il faut bien, c'est la première, c'est une. Bon là, je suis allé un peu vite, mais c'est parce que vous me demandiez, à mon avis, quelle est la nature du phénomène OVNI. Donc je vous fais le raccourci. Il faudrait lire mon livre La physique de la conscience pour mieux comprendre. Donc ça part d'un modèle de la réalité physique dans laquelle on a plusieurs couches et ça se justifie. Hein, plusieurs couches. Lorsqu'on passe d'une couche dense à une couche moins dense, on a une couche qui gère plus la finalité des choses. D'accord ? Et on passe à une conscience qui réunit beaucoup plus de conscience. Et notre incarnation, je ne crois pas trop à la théorie de la réincarnation. Je pense que la réincarnation, si elle existe, ça correspond à une mort, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense plutôt que le fait que l'espace-temps évolue sans cesse, hein, ce n'est pas une réalité fixe, c'est une réalité flexible, et que lorsque ma vie démarre, tout se passe comme si j'enregistrais une nouvelle réalité, et si à l'intérieur de cette réalité je crée de l'innovation, eh bien à ce moment-là je fabrique quelque chose qui intéresse mon identité supérieure. Et c'est ce à quoi je me relie après la mort, etc. Et puis ça ne s'arrête pas, ça va jusqu'à certains appelleront Dieu par exemple. Enfin bon. Donc en fait nous sommes tous reliés, nous sommes tous à la base la même identité, nous sommes reliés par le sommet. Nous sommes tous un, hein, beaucoup de gens disent ça, ça rejoint aussi la philosophie bouddhiste. Et donc, il faut, pour mieux comprendre notre identité se comprend mieux aux étages supérieurs de cette réalité. Or, qui se trouve aux étages supérieurs de cette réalité ? Ceux qui s'intéressent à nous et qui maîtrisent la navigation dans le vide quantique, soit qu'ils soient morts, soit qu'ils y viennent par des moyens technologiques. Et on va dire que les ovnis, ce sont nous-mêmes en train de venir nous rendre visite par des moyens technologiques. Et comme nous-mêmes, nous sommes à la surface de la Terre, mais nous sommes issus d'une diversité d'âmes qui peut être considérable, eh bien, il y a forcément toutes sortes de visiteurs, tout comme il y a toutes sortes de parents qui viennent dans un jardin d'enfants surveiller ou viennent venir chercher leurs enfants.
Voilà. Donc il faut considérer que notre réalité, c'est un petit peu comme un jardin d'enfants, un parc à bébés. Et nos parents s'intéressent à nous et de temps en temps viennent voir si tout se passe bien, nous faire coucou, nous divertir avec des petits... Voilà. Et je conçois les choses de cette manière-là. Et donc, quand on parle d'extraterrestres, il faudrait peut-être déjà commencer par se demander si nous ne sommes pas nous-mêmes des extraterrestres, et si dans une vision globale de la réalité, donc une vision beaucoup plus psychique, finalement ça a vraiment un sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a possiblement, et pour que ma théorie soit cohérente, hein, j'ai été amené à envisager que nous ayons plusieurs vies simultanées, même si mes autres moi qui peuvent être dans le futur, tout comme dans le passé, ne sont pas moi, parce que moi, je n'existe pas. C'est ma vraie identité, c'est mon soi, et c'est mon soi qui crée cette manifestation de moi-même qui est ma vie, et mon identité, elle est plus dans mon soi donc, effectivement, j'ai des vies simultanées, où effectivement, tout dépend le niveau temporel où on se place. J'ai eu des vies antérieures. Ça correspond un petit peu à votre intuition du phénomène, Orwell ? La mienne est un peu différente quand même, parce que moi, quand j'ai discuté avec les chamans et quand je discute encore, eux sont assez affirmatifs pour dire que les entités qui se manifestent dans ce que moi j'appelle le web cosmique, et eux appellent un réseau de la vie, sont bien des entités qui proviennent d'autres planètes, hein, et peuvent interagir avec les chamans. C'est pas incompatible du tout. Non, bien sûr. Mais je dis juste que pour les chamans, ce sont des extraterrestres. Et un exemple qui est assez intéressant, c'était Keston Besta qui m'avait dit une fois, j'ai longtemps eu des échanges dans le monde des visions avec un certain type d'extraterrestres. Je pensais être des extraterrestres. Mais j'ai compris au bout de nombreuses années, en fait, qu'ils avaient, parce qu'ils me l'ont montré, c'est ce qu'ils disaient, ils m'ont montré en fait qu'ils étaient originaires de la Terre, mais à une époque très ancienne, du fond des océans. Et ils s'étaient ensuite astreints de la planète et étaient partis vers l'espace. Alors bien sûr, Keston Besta n'avait jamais vu le film Abyss, auquel on pourrait penser que l'histoire fait penser, mais il y a des choses comme ça qui sont très claires. Un grand nombre d'entités qui sont répertoriées par les chamans, tel type pour faire descendre des blocs opératoires technologiques au sein même du cœur de certaines cérémonies chamaniques, dans les visions même, pour soigner les gens. Je l'ai vu, moi, de mes propres yeux, si je peux dire ainsi, dans les visions. Pablo disait la même chose, disait un grand nombre d'espèces, mais ceux qui passent par l'introspection et ceux qui passent par des machines utilisent tous un réseau. Et ce réseau, parce que Pablo m'avait dit, moi je l'ai vu de très haut, donc d'un point de perception qui était extrêmement élevé, ressemble à un cerveau. Et d'ailleurs, on a des tribus amazoniennes comme les Tucanos qui, dans leur mythologie, ont intégré que l'univers était un cerveau, était identique à une matière cérébrale, avec tout un ensemble de réseaux neuronaux, ce qui est d'ailleurs fait penser à ce que tu décris dans ta théorie aussi. J'ai entendu de la bouche de certains expérienceurs, des personnes donc, qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres, ayant vécu cette expérience-là la plupart du temps de façon un peu douloureuse et difficile. J'en ai entendu plusieurs me dire qu'après avoir passé vraiment les phases de trauma extrêmement difficiles de ces expériences-là, après avoir établi une forme de communication au moins pour tranquilliser l'expérience, ils acquéraient une sorte de savoir sur le pourquoi du comment. Et plusieurs m'ont parlé de cette idée que c'était en fait l'humanité du futur qui revenait faire des petites expériences dans son passé. Mm-hmm. Ça, je pense que ça, là-dessus, je pense qu'on est en phase. Ouais. Oui, disons, parce que la couche d'espace-temps qui nous apparaît comme quantique, simplement parce qu'elle est de plus faible densité, c'est la couche de notre soi, en fait. Hein. C'est la couche donc de notre identité réelle et de celle qui nous a donné naissance. Donc il y a une notion de parentalité, et cette notion de parentalité, elle détermine notre futur. Et lorsqu'on développe en spiritualité ce qu'on appelle la connexion avec le soi, ce n'est rien d'autre que de se relier avec nous-mêmes dans le futur, nous-mêmes plus mûrs que nous, qui a existé déjà depuis bien longtemps avant notre naissance. On ne fait rien d'autre que se relier avec nous-mêmes dans le futur. Dans le futur, parce que cette liaison, c'est celle qui nous apporte nos intentions. Alors il existe deux sortes d'intentions, les intentions conditionnées qui nous sont amenées par la société, nos conditionnements, etc. Et les intentions qui correspondent à notre libre arbitre authentique. Sans quoi nous n'aurions pas de libre arbitre, nous serions des machines.
Donc là, je m'inscris en faux, on ne va pas développer tous les arguments. Supposons que nous ayons un véritable libre arbitre. Ce libre arbitre se traduit par le fait que nous avons la faculté de nous connecter avec notre soi, avec le soi, ce qui nous procure de la joie. La joie est d'ailleurs l'indicateur de la connexion. Et qu'à ce moment-là, nous n'avons plus de problème de sens à la vie. C'est-à-dire nous savons vers où nous allons, ce que nous sommes venus faire sur cette planète, ce que nous avons envie de faire, ce que nous allons faire, et nous nous donnons au mieux à cette tâche. C'est ça la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est le développement de la connexion au soi, c'est-à-dire le développement de la connexion à ce qui nous est parent dans cette réalité, et il y a un lien entre ce soi et les entités qui viennent nous rendre visite, dans la mesure où c'est une manière technologique de se connecter au lieu d'être une manière qui passe par la liaison cérébrale avec cette couche d'espace-temps. Pour en venir à la question ultime peut-être, on observe quand même une certaine évolution de la relation de notre société moderne avec le phénomène OVNI. On est passé d'un espèce de déni global et généralisé à des acceptations de certains niveaux de réalité du phénomène qui, à mon avis, aujourd'hui sont plus sensibles. Il y a 20 ans, c'était évident que tout ça, c'était des âneries. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'un sacré crétinisme pour continuer à affirmer que tout ça n'existe pas. Donc il y a quand même une évolution dans notre perception de notre société. Est-ce que ça veut dire qu'on est, dans notre temps à nous, à l'aube d'une acceptation généralisée, d'un atterrissage global, d'une manifestation totale de ces intrus auprès de nous tous? Il y a un cadre qui se vont atterrir à l'Élysée. Il y a un cadre qui se dessine. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça se fera, parce que je pense que nos politiques n'ont rien à leur dire. Mais voilà, je pense que à travers déjà ce qui se passe, ce changement de conscience, tous ces contacts qui se font déjà sur un plan psychique dans le monde des visions. Je veux juste une petite parenthèse rapide, c'est quelque chose que je parle dans le livre, c'est l'idée de se dire, mais on essaye de communiquer avec les extraterrestres avec l'intermédiaire de moyens comme SETI, radiotélescope, on parle aujourd'hui aussi d'une recherche d'exobiologie par laser, de voir s'il n'y a pas des lumières dans l'univers qui seraient intelligibles. Le moyen le plus simple peut-être, c'est que dès qu'on est en état de modifié de conscience, l'environnement dans lequel on est, transpire, entre guillemets, d'informations de ces entités et de ces êtres. Moi, j'ai eu l'expérience de prendre l'ayahuasca dans une clairière la nuit sous les étoiles. J'ai vu s'activer, lorsque ma conscience était défocalisée, en état modifié de conscience, j'ai vraiment vu un dispositif, en regardant le ciel, se mettre en place et qui donnait de l'information, donnait des informations sur un système planétaire particulier autour d'une étoile. Je ne suis pas astrophysicien, donc je suis incapable de dire quel était cet endroit dans l'univers, mais ça aurait pu rester une expérience qu'on pourrait qualifier de délire à un moment, sauf que je me suis rendu compte que cette expérience était vécue par plein de personnes qui avaient pris l'ayahuasca en regardant le ciel la nuit. Oui, mais bon, moi j'ai une objection à ça, c'est que c'est pas ça qui va créer le changement de paradigme. C'est juste interdit. On va pas faire prendre de l'ayahuasca au commun des mortels, si je puis dire. En plus, ça me paraît moyens pas de défocaliser la conscience. Ça me paraît pas être la bonne voie. Moi, j'ai des réserves par rapport à ça. Je suis pas un expérienceur. Et là, il s'agit d'un changement de paradigme où il va falloir que l'homme de la rue adhère à cette affaire-là. Hein. Il est beaucoup plus. Et l'homme de la rue, comment est-ce qu'il va adhérer à cette affaire-là? Ça sera. Comment? L'homme et la femme de la rue. Non, mais quand je dis oui, l'homme et la femme, bien sûr. Non, mais c'est une expression, une façon de parler. C'est pas adhérer à la ayahuasca du tout. C'est adhérer à une nouvelle compréhension du monde qui va être amenée par la science. À mon avis, enfin, je le vois comme ça. Et donc, à mon avis, ça va prendre encore des décennies. Enfin, bon, ça va prendre quelques années pour que, on va dire, certains courants aient compris, etc. et commencent à, peut-être influer sur, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Mais à mon avis, pour avoir un changement de conscience qui va d'ailleurs modifier complètement la réalité à la surface de la planète. Hein. Ça va tout modifier, ça va modifier la politique, ça va modifier nos sociétés en profondeur, et on en a besoin, puisqu'on sait qu'on va dans le mur aujourd'hui avec l'ultralibéralisme. Donc avant que ça n'arrive, il va falloir que on passe par la vision, on passe par un changement profond de notre cadre de connaissance. Et ça, la physique est en train de nous l'apporter petit à petit.
hein. Je donnerai simplement un exemple. Aujourd'hui, en physique, les physiciens commencent à comprendre qu'il faut apprendre à travailler avec des conditions finales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renier le postulat fondamental sur lequel est fondée la science, ce qu'on appelle le déterminisme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui arrive est forcément le résultat du passé, et que c'est une résultante mécanique du passé. Les scientifiques, les physiciens, la physique quantique notamment, mais même d'autres physiques nous amènent à revoir complètement cette conception-là, et nous amènent à remettre sur le tapis cette chose qui fait peur d'habitude aux scientifiques, c'est-à-dire la finalité. Et donc, ça y est, c'est en train de poindre, il y a des colloques là-dessus. Et donc, je pense que c'est ce genre de mouvement de pensée, de basculement de pensée, qui peut accélérer le mouvement vers un véritable changement de connaissance. Et donc, après, petit à petit, via d'autres mouvements, hein, on voit le domaine du coaching, le domaine de toute la spiritualité en général, le développement personnel. Bon, on a toutes sortes de mouvements qui convergent vers une vision unifiée d'une réalité beaucoup plus compatible avec tous les phénomènes inexpliqués, et notamment le phénomène OVNI. Et je pense que ça va prendre entre quelques années, si vraiment ça arrive extrêmement vite, parce que il y a urgence. Parce qu'il y a urgence ou qu'on sera allé dans un mur, mais à mon avis, je ne crois pas que ce soit quelques années, je vois plutôt quelques décennies. Voilà, on va dire 10, 20, 30 ans. Et là, on y sera. Et la réalité du phénomène OVNI sera acceptée. À partir du moment où elle sera acceptée, le futur va commencer à basculer dans la possibilité de collaboration, et à ce moment-là, ils viendront tranquillement, on collaborera, et on sera passé dans un univers de science-fiction. Vous, Romuald, est-ce que vous pensez que la science va être suffisamment adulte pour faire ce cheminement et nous amener à cette réalisation, ou il peut y avoir d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu? Moi, je pense qu'effectivement, il y a suffisamment, entre guillemets, de traces du futur, hein, pour être confiant. Hein, la phrase du Yiking, juste confiance, c'est ce qui permet d'avancer en se disant, effectivement, il y a tellement d'éléments, il s'est passé tellement de synchronicité autour de ce champ de recherche, que chaque synchronicité étant pour moi une forme de message, mais ça n'engage que moi, une forme de message rétrocausal. Et je pense que le changement de paradigme est déjà quelque part enclenché, mais que progressivement, il faut que ça se densifie dans notre réalité. Vous y contribuez tous les deux, et j'espère que cette heure passée ensemble va aider aussi à faire bouger quelque chose dans l'esprit de certaines des personnes qui vont regarder cet enregistrement, et que ça va accélérer un peu les choses, ça serait pas mal. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Thank you.